Marysville, Ohio, États-Unis. Patty Atkins, âgée de 29 ans, est la mère célibataire d'une petite Michaeli. Elle était employée en tant que superviseur à l'usine automobile Honda. Très vite, elle se rapproche de l'un de ses collègues. Il faut dire qu'ils travaillaient tous les deux dans le même secteur, sur la même chaîne d'assemblage. Au départ, ils sont simplement amis. Mais très vite, et se sentant connectée à lui, elle finit par désirer bien plus que ça. C'est ainsi qu'avec le temps, ils se mirent à entretenir une liaison. Mais il y avait un problème de taille. Ce collègue était marié et avait même des enfants. Il leur fallait donc cacher cette liaison, d'autant plus que travaillant dans la même usine, la femme de son amant connaissait Patty de vue. Ils se voyaient donc à l'abri des regards, en cachette sur leur lieu de travail, à l'atelier de réparation automobile, et uniquement là. Son amant insistait lourdement sur le fait qu'il ne quitterait pas sa femme, car s'il divorçait, elle obtiendrait la moitié de son entreprise de réparation automobile qu'il avait en parallèle à son poste chez Honda, et pour lui, c'était hors de question. Folle amoureuse, Patty s'imaginait malgré tout un avenir à deux. Elle s'imaginait avoir des enfants avec lui et s'imaginait même déménager à l'étranger pour se construire une nouvelle vie. Elle avait confié à sa sœur, Janine, qu'il lui arrivait de lui prêter de l'argent, sans en indiquer le montant. Mais c'était pour, dit-elle, lui permettre de petit à petit prendre son indépendance pour qu'il puisse quitter sa femme. Plus tard, elle lui avait raconté qu'elle était particulièrement excitée à l'idée de partir pour une semaine de vacances avec son petit ami dans un chalet isolé au Canada. Elle explique à Janine qu'à cause de l'isolement, elle ne pourrait pas communiquer avec l'extérieur et qu'il lui avait même demandé de n'en parler à personne. Il lui avait dit également de ne pas apporter de vêtements car ils en achèteraient sur place. Elle lui explique aussi qu'il avait mis en place un plan afin de n'éveiller les soupçons de personne. Ils partiraient tous les deux depuis leur lieu de travail. Elle traverserait le parking et irait directement se cacher à l'arrière du pick-up de son amant, sous une bâche, afin de ne pas être vue d'un collègue avec qui il faisait habituellement du covoiturage. Une fois qu'il aurait déposé ce collègue, Patty le rejoindrait à l'avant et ils prendraient tous les deux la direction du Canada. Elle lui rappela encore une fois à quel point elle avait confiance en lui et à quel point elle avait hâte. C'est ainsi qu'avant son départ, elle mit ses chats au chenil, s'arrangea pour que sa fille soit gardée par le père de celle-ci, puis par sa sœur jusqu'au dimanche soir. Et le 29 juin 2001, c'est le grand jour, enfin. Après avoir quitté son travail vers minuit, elle traverse à la hâte le parking de l'usine, elle part se glisser sous la bâche du pick-up, emportant tout de même avec elle, et malgré les directives de son amant, un petit sac de voyage contenant, je cite, quelque chose de bleu, de chez Victoria's Secret. Probablement des sous-vêtements, mais aucune certitude. Et ce sera la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Censée rentrer le samedi soir, elle ne se présente pas à un barbecue familial auquel elle devait participer. Sa sœur décide alors de lui téléphoner, mais ses appels restent sans réponse. Inquiète, elle décide le dimanche après-midi d'appeler ce fameux collègue. Elle appelle chez lui, et pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme, elle se fait passer pour une cliente potentielle. Elle tombe sur sa femme, qui lui indique que son mari est absent. Janine pense alors qu'ils ne sont peut-être pas encore rentrés. Quelques jours plus tard, et toujours sans nouvelles de sa sœur, elle rappelle au domicile de son petit ami. Et cette fois, surprise, il est là. Et quand elle lui parle de Patty,
il nie la connaître. Étonnée de cette réponse, elle lui annonce qu'elle sait pour le week-end, ce à quoi il lui répond qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Elle est sous le choc. Après avoir raccroché, elle appelle immédiatement son frère et elle en est sûre. Patty est morte. Quelque chose de terrible lui est arrivé. Sans plus tarder, elle décide de se rendre chez Patty avec la meilleure amie de celle-ci afin de chercher des indices et essayer de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. En fouillant la maison, elle découvre des bracelets de billets vides. La somme des billets qu'ils auraient contenus est estimée à environ 90 000 $. Il ne fait plus aucun doute pour les deux femmes. Patty a été assassinée et l'argent est sûrement au cœur de ce drame. Elle savait bien qu'elle lui prêtait de l'argent, mais 90 000 $, ça non. Après cette nouvelle découverte, sa sœur décide de rappeler à nouveau son petit ami en plein milieu de la nuit, et cette fois elle le cache. « Est-ce que tu as tué Patty ?» Il lui répond encore une fois qu'ils sont seulement collègues. Et cette fois, c'est trop. Elle appelle sa femme et lui explique que son mari entretenait une liaison avec sa sœur, et qu'il était même sur le point de la quitter. Et qu'à cet effet, Patty lui prêtait de l'argent afin qu'il puisse racheter ses parts, les parts de leur affaire commune, et qu'il avait prévu même de partir en vacances toute une semaine avec elle au Canada. Malgré l'ampleur de ces révélations, et contre toute attente, sa femme restait calme. Elle semblait même s'en moquer. Face à cette inquiétante réaction, la sœur de Patty décida de contacter les autorités pour déclarer la disparition de Patty et leur faire part de ses certitudes. La police mène alors l'enquête et constate que depuis ce jour fatidique du 29 juin 2001, il n'y a eu aucun mouvement sur le compte bancaire, ainsi qu'aucun appel passé depuis son téléphone. Ce qui leur fit penser, notamment à Jamie Patton, détective en chef, qu'elle n'avait pas disparu volontairement et que quelque chose de grave lui était probablement arrivé. Décision est donc prise de fouiller le pick-up du petit ami. Et la police découvre alors sous la bâche un indice crucial. Des poils de chat. Après analyse, ils appartiennent au chat de Patty. Les chats n'ayant jamais été dans le pick-up, il semblerait qu'ils s'y soient déposés au moment où Patty est montée à l'arrière du pick-up pour se cacher, reliant ainsi Patty au véhicule et contredisant ainsi les dires de son petit ami qui affirmait le contraire. Le procureur en charge, David Phillips, affirme quant à lui qu'une toute petite quantité de sang aurait été retrouvée, le laissant penser qu'il s'agit bien plus que d'une simple disparition, et que le petit ami en question en serait probablement le responsable. En tout cas, c'est le suspect principal, et l'unique suspect d'ailleurs. La police aussi pense qu'elle a été assassinée, car en plus de tout ça, elle n'aurait jamais abandonné sa fille adorée et ses animaux qu'elle aimait tant. Elle était également en lice pour une belle promotion au travail. Elle n'avait aucune raison de quitter cette vie où tout lui souriait. Poursuivant l'enquête, ils décidèrent de fouiller la propriété de l'amant. Ils y trouvèrent des cadeaux offerts par Patty. Un téléphone et un t-shirt. Avec l'aide de chiens renifleurs de cadavres, ils repérèrent une odeur à l'endroit même où du ciment frais venait d'être déposé. Ils ont creusé, mais rien. Par ailleurs, la police n'a pas pu prouver que les 90 000 $ que Patty avait retirés de son compte 1 an et demi auparavant avaient été versés à l'amant. Et si elle les lui avait prêtés, alors même qu'il était décidé à quitter sa femme,
et qu'il avait changé d'avis en cours de route. Il lui aurait donc fallu la rembourser, et peut-être que finalement, il avait décidé de les garder. Selon la meilleure amie de Patty, cette dernière avait fixé à l'amant une date limite quant au remboursement de l'argent qu'il lui devait, et que l'échéance approchait à grands pas. Il devait commencer à la rembourser. Elle indique qu'il était hors de question pour Patty de ne pas être remboursé, surtout s'il décidait de rester avec sa femme. N'ayant pas été convaincant au test du polygraphe, les enquêteurs ne sont pas plus précis, il reste le principal suspect et l'enquête suit son cours. L'amant nie tout en bloc. Il n'a jamais eu de relation amoureuse avec Patty, elle ne lui a jamais prêté d'argent, et il dit avoir un mobile le soir de la disparition. Il a quitté le travail à minuit avec son collègue, et ils sont ensuite allés au Burger King, où ils feront la queue 45 minutes. Et le collègue confirmera. Ensuite, après avoir déposé son collègue, il rentrera chez lui vers 2h30 du matin. Interrogé, le manager du Burger King déclara que vu le peu de recettes, entre minuit et 1h30 du matin à ce moment-là, c'est équivalent à 18$, la queue devait être de 10, maximum 15 minutes, mais pas plus. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. Cela lui laisse largement le temps de commettre le crime. Mais sans corps, sans pouvoir relier les 90 000 € à l'amant, c'est compliqué. Si l'amant a été interrogé en qualité de témoin, il n'a jamais pour autant été inculpé. Il n'y a légalement pas assez de preuves. Même si les enquêteurs sont persuadés qu'il est responsable de la mort de Patty, il est toujours à ce jour en liberté. Il est même légalement interdit aux enquêteurs de donner son identité. Mais une simple recherche internet permet de la connaître. Quelle injustice! La fille de Patty, Michaeli, a donc grandi sans sa mère. Elle poursuit de brillantes études, mais elle dit attendre des réponses pour enfin commencer son deuil, et en quelque sorte, une nouvelle vie. Mais pour elle, aucun doute, elle a été tuée. La seule satisfaction dans toute cette histoire, c'est que l'amant a perdu son travail. Il a fui, car les collègues, eux, ne sont pas dupes. Il faisait l'objet de toutes les attentions, et pas les bonnes, croyez-moi. Et vous? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis, likez et abonnez-vous pour nous soutenir, et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.